postface. Quel attentat, quel assassinat, quelle barbarie pouvait encore émouvoir les Algériens assommés par tant de violence. Ils en avaient tellement vu, tellement subi, rien ne leur avait été épargné. Qu'est-ce qui pouvait encore réveiller leur cœur? Pourtant, ce soir du 25 septembre 1994, la nouvelle de l'enlèvement de Matoub provoqua une secousse inattendue. Mais aussitôt, des supputations et toutes sortes de rumeurs viendront mourir sur un communiqué laconique du GIA revendiquant le rapt. Ce communiqué était aussi un rappel à la réalité, il était temps de se rendre à l'évidence, de cesser de se bercer d'illusions. Rien, absolument rien, ne pouvait échapper à l'emprise des intégristes, pas même cette Kabylie que l'on disait orgueilleuse. Après tout, n'avaient-ils pas désarmé maint village, coupé les routes de leurs fameux « faux barrages », attaqué la moindre bourgade, assassinant et pillant sans retenue au cœur même de cette Kabylie? Non vraiment, quand on y réfléchit, il n'y a finalement rien de surprenant dans cette affaire. On avait seulement cru, à tort, qu'il ne s'en prendrait pas à des figures emblématiques de la Kabylie. Assurément, Lounès Matoub est un chanteur populaire et un symbole du mouvement culturel berbère, MCB. Il s'est jeté corps et âme dans le combat pour l'identité. Un combat qu'il a cher payé. Dans cette Algérie en proie à une terreur arabo-islamiste, il a utilisé les mots les plus durs pour dénoncer l'histoire officielle qui célèbre Okba, le chef de la première invasion arabe et exile son adversaire, Kossela, l'autochtone, le résistant. Dans cette dénonciation, personne n'avait été aussi loin depuis Kateb Yassine. À juste titre, Matoub passe pour être le plus rebelle, le plus réfractaire, le plus intraitable sur cette question identitaire. Encore convalescent, après sa blessure, et s'appuyant sur des béquilles, il sera poussé par les jeunes à la tête de manifestations, pour porter la revendication berbère. Et si tant de jeunes se reconnaissent en lui, c'est parce qu'il a su dire la révolte qui gronde dans leur cœur. Banni des radios et de la télévision officielle, ses chants seront repris dans les stades, dans les marches, comme on chantera aussi ses airs de fête dans les mariages. Voilà pourquoi l'enlèvement de Matoub était comme un défi lancé à la Kabylie. La presse, même étrangère, ne s'y était pas trompée en faisant ces gros titres. En définitive, on l'aura compris, il y avait dans cette affaire, réduit à l'état brut, un aspect essentiel de la crise algérienne. Celui qui porte sur les valeurs, sur l'identité, en dehors des clivages institutionnels. À savoir le conflit qui oppose l'expansionnisme arabo-islamiste à la résistance berbère. Un arabo-islamisme qui entend tout soumettre, tout réduire, opposé à l'antique souche berbère. Les partisans de l'intégrisme avaient déjà montré de quoi ils étaient capables, mais les autres? Est-il seulement encore vivant l'esprit de Jugurtha? Existe-t-il encore, ce berbère que l'on continuait de chanter, celui qui, même vaincu, demeurait insoumis? Ou bien alors appartient-il au passé comme l'affirmait le colonel Robin, après la terrible répression de 1871, lorsqu'il écrivit en 1901, « Ainsi s'est effondré en quelques années, l'édifice séculaire des libertés traditionnelles qui avait résisté pendant des milliers d'années aux armées des conquérants. » Fini Kabylie. Tels étaient les termes du problème que posait le rapt de Matoub. Par-delà les institutions de l'État, le régime, y avait-il encore au plus profond de ce peuple un ressort qui allait provoquer le sursaut contre la mise au pas intégriste? Hormis quelques déclarations plus ou moins radicales, les jours qui passaient apportaient surtout un flot de rumeurs désespérées. On annonçait la découverte du corps mutilé de Matoub dans telle localité, quand ce n'était pas celle de sa tête tranchée dans telle autre. Dans cette kyrielle de nouvelles, il en fut une, persistante, qui finit par inquiéter plus que les autres. Le corps de Lounès était, disait-on, à la morgue de l'hôpital militaire d'Aïn Nadja. L'information, ajoutait-on, émanait de la hiérarchie militaire qui attendait seulement le moment opportun pour rendre publique la nouvelle. Dans l'entourage de Matoub, on songeait à préparer la famille au choc. Ultime vérification, la mort dans l'âme, un ami de Lounès ira identifier le corps à Aïn Nadja. Au terme d'une visite à la morgue, qui s'est traduite par un spectacle hallucinant de têtes sans corps, de morceaux de chair humaine rassemblés pour reconstituer approximativement des corps, cet ami en ressortit bouleversé et soulagé à fois, Lounès n'y était pas. Aucun doute là-dessus, les multiples cicatrices qui lacéraient son corps et ses jambes excluaient toute erreur. En attendant, la question posée restait toujours sans réponse. Existait-il encore, ce peuple tant loué et se souvenait-il de son fils ravi? Que allaient faire les Kabyles, maintenant qu'ils étaient acculés, dos au mur? Bien sûr, il n'y eut pas que des déclarations,
il y eut des manifestations drainant une foule considérable et exigeant la libération de Matoub. Puis, il y eut aussi des groupes de jeunes qui, spontanément, se mirent à parcourir la montagne à la recherche de Matoub, armés de leur seule colère. Ils s'attendaient au pire, ils étaient prêts à tout. La tension était telle que, dès les premiers jours, les barbes dans les villes kabyles étaient rasées. Toutes les familles qui avaient un de leurs membres engagés dans les partis islamistes juraient qu'ils n'étaient pour rien dans cet enlèvement. Chose unique chez des militants qui revendiquent publiquement l'assassinat, on a même vu un intégriste, passer à la clandestinité, écrire aux journaux pour s'innocenter parce qu'il avait été impliqué dans cette affaire. L'incroyable se produisit. Matoub était rendu au sien vivant. Le billetiste Saïd Megbel avait alors su trouver les mots qu'il fallait pour accueillir Lounès encore hébété et secoué par ce qu'il venait de vivre. Ce fut une explosion de joie chez ce peuple que l'on croyait résigné. Cette joie exprimée sans honte sur fond d'assassinat qui continuait de se perpétrer était presque indécente. Et pour certains, elle l'était. Mais en vérité, cette libération a été, comme on a pu le dire, une victoire sur l'impossible. Elle signifiait une possible victoire sur la barbarie, la perspective d'une paix retrouvée. Cette libération, c'était la victoire des humbles montagnards, là où un régime, des institutions rongées par la corruption avaient échoué. Enfin, on notera l'épilogue chargé de symboles dans la remise à Lounès Matoub du 5e prix de la mémoire collective par Madame Danielle Mitterrand, à la Sorbonne le 6 décembre 1994. Ce 6 décembre précisément, de l'autre côté de la Méditerranée, on enterrait Saïd Megbel qui venait d'être assassiné par le GIA. C'est à Saïd Megbel et à tous les démocrates assassinés que Lounès Matoub dédiera ce prix de la mémoire collective. Il en fait un serment pour son combat futur. C'est aussi un flambeau transmis, à l'image du marathonien de l'Antiquité, dans une course jusqu'au bout de la vie. Paris le 15 décembre 1994, en Sadi. Membre de MCB. Annexe. Liste des noms apparaissant dans l'ouvrage. Hossein Haïté Ahmed, né en 1926, membre fondateur du FLN, il sera arrêté lors du détournement d'avion de 1956 avec d'autres responsables. En 1963, il conduit une insurrection armée en Kabylie après la création du Front des Forces Socialistes, le FFS. Arrêté en 1964. Condamné à mort puis gracié, il s'évade en 1966 et s'exile en Suisse. Il rentre en Algérie en 1989. Il quitte de nouveau l'Algérie en 1992 et vit aujourd'hui à Lausanne. Ahmed Ben Bella, né en 1916, membre fondateur du FLN. Il sera arrêté lors du détournement d'avion de 1956. Libéré à l'indépendance, il sera le premier président de la République algérienne démocratique et populaire, et sera à l'origine du parti unique. Arrêté lors du coup d'État du 19 juin 1965. Il sera libéré en 1981 par Chadli Ben Jedid. C'est de Suisse qu'il dirigera pendant 7 ans le MDA, Mouvement pour la démocratie en Algérie. En 1991 il rentre en Algérie. Depuis juillet 1992. Il vit de nouveau en Suisse. Chadli Ben Jedid, né en 1929, maquisard du FLN. Il suivra une carrière militaire à l'indépendance. Il devient le 3e président algérien après la mort de Houari Boumedienne en décembre 1978. Il sera contraint à démissionner le 10 janvier 1992 après le premier tour des élections législatives qui ont donné une nette avance au Front islamique du salut, le FI, avec lequel il s'apprêtait à cohabiter. Houari Boumedienne, né en 1932, après des études à Tunis, il rejoint l'ALN. L'Armée de Libération Nationale. Fin 1956. Il la dirigera à partir de la frontière tunisienne ou marocaine, à l'indépendance il est chef d'état-major, puis ministre de la Défense. Le 19 juin 1965, il organise un coup d'État contre Ben Bella. S'appuyant sur la sécurité militaire, il préside l'Algérie d'une main de fer jusqu'à sa mort en décembre 1978. Mahfoud Boussepsi, né en 1933, professeur de psychiatrie à Alger, il était secrétaire général de l'Association mondiale de pédopsychiatrie au moment de son assassinat le 15 juin 1993 devant son hôpital à Alger. Membre de la première Ligue algérienne des droits de l'homme en 1985. Il participera à la création en 1988 du Comité national contre la torture.
Il était un animateur important du mouvement des citoyens qui a amené la société civile à s'impliquer dans le débat politique en Algérie. Mohamed Boudiaf, né en 1919. Fondateur du FLN, il faisait partie du groupe des 6 qui déclenchèrent l'insurrection armée le 1er novembre 1954. Arrêté avec d'autres responsables politiques en 1956. Il ne sera libéré qu'à l'indépendance. En 1962, il sera arrêté après avoir créé le PRS, Parti de la Révolution socialiste. Interné dans le sud algérien, il sera contraint en 1963 à l'exil au Maroc. Il y restera 30 ans. Le 16 janvier 1992. Après la démission de Chadli Benjedid. Il rentre en Algérie pour présider le HCE, au Comité d'État. Initiateur d'un projet démocratique moderne et patriotique, il sera assassiné le 29 juin 1992 à Annaba. Arrêté le jour même, son assassin n'a toujours pas été jugé. Tahar Djaou, né en 1954, poète, romancier et journaliste, il sera le premier journaliste exécuté par le FI en mai 1993, ouvrant ainsi la longue liste des assassinats d'intellectuels. Démocrate, il était au moment de son assassinat directeur de la rédaction de l'hebdomadaire Rupture. Il avait reçu le prix de la Méditerranée pour son dernier roman, Les Vigiles, paru en 1991. Belkacem Krim, né en 1922, membre fondateur du FLN, responsable de la Wilaya 3, la Kabylie, au moment du déclenchement de la guerre d'indépendance le 1er novembre 1954. Il sera entre 1956 et 1962 ministre de la Guerre puis des Affaires étrangères dans le gouvernement provisoire de la République algérienne. Le GPRA. Il conduira la délégation qui négociera les accords d'Évian le 19 mars 1962. Opposé au régime de Ben Bella. Il sera contraint à l'exil. En 1970, il sera assassiné à Francfort par la sécurité militaire algérienne. Saïd Megbel, né en 1940, directeur de la rédaction du quotidien Le Matin, journal indépendant, il est assassiné de 2 balles dans la tête le 3 décembre 1994 à Alger par le GIA. Il a été rendu célèbre par ses billets quotidiens intitulés Mesmarja. Il avait fait ses débuts de journaliste en 1962 à Alger républicain. Il avait 54 ans. Khalida Messaoudi, née en 1958. Professeure de mathématiques, figure de proue du mouvement des femmes algériennes, elle sera en tête des manifestations contre l'adoption du Code de la famille en 1984. Elle milite depuis une quinzaine d'années pour l'égalité entre les hommes et les femmes en Algérie. Depuis novembre 1993, elle est vice-présidente du MPR, le Mouvement pour la République. Elle sera blessée lors de l'attentat contre la marche organisée par le MPR le 29 juin 1994 à Alger pour exiger la vérité sur l'assassinat du président Boudiaf. Saïd Sadi, né en 1947, docteur en médecine, psychiatre, fondateur du MCB, Mouvement culturel berbère, il a été le principal organisateur des manifestations de Tizi Ouzou en avril 1980, plus connu sous le nom de Printemps berbère. Initiateur de la première Ligue algérienne des droits de l'homme en 1985, il sera déféré pour la 2e fois devant la Cour de sûreté de l'État. Après 5 séjours en prison, il crée en 1989 le RCD, Rassemblement pour la culture et la démocratie, qui se bat pour un projet laïque et démocratique. Face à la violence intégriste, il lance un appel à la résistance en mars 1994. Il échappe à un attentat le 29 juin à Alger lors de la marche organisée par le Mouvement pour la République, dont il est le président depuis sa création en novembre 1993. Chanson de Lounès Matoub. Hymne à Boudiaf. Refrain. Sainte Montagne. Nous avons perdu les meilleurs. Exilés des années durant. Tu as défié et combattu l'arbitraire. De toi nous attendions le salut. Pour ressusciter ce que d'autres ont anéanti. Derrière toi surgit la mort. Décidée par ceux qui t'ont trahi. Miséreux souvenons-nous. Nous avons aidé le mal. Les intrigants t'ont appelé. Dans une tragédie sans issue. Invité sur ce terrain. Tu as bravé tous les risques. Ils avaient déroulé leurs cordes. Lestant au fond du puits la patrie. Qu'ils ont coulé à pic. Devant les nations ébahies. Tu avais trouvé un pays bouleversé. Éclaté en clans. L'un proclamant son arabisme. Se posant précurseur absolu.
Les barbus faiseurs de voile jurent qu'ils ne céderont rien et menacent du jugement dernier. Tout être différent d'eux. Tu es rentre dans l'histoire. Les générations futures te retrouveront. Le malheur ne durera pas. Même si l'indignation nous habite. L'Algérie se relèvera. Le savoir bourgeonnera. Tu as tracé la voie à la postérité. Maintenant repose en paix. Seigneur Boudiaf. Texte écrit en juillet 1992, quelques jours après l'assassinat, le 29 juin, de Mohamed Boudiaf à Annaba. Imposture. On croyait la paix venue. Elle n'est jamais arrivée. D'où viendrait-elle aujourd'hui? Même partie la France nous a légué. Le mal incurable. Elle a produit nos haïms. L'heure a indiqué l'héritage. A dilapidé sans retenue. La faim qu'efface le savoir. On nous habite toujours. Puisque l'école est supercherie. Mon fils, je ne saurais te garantir. Le savoir et la paix. Dans un pays qui dévore les siens. La langue arrachée à la France. Par le sang de nos martyrs. Est interdite à l'Algérien. Réduit à vivre de privation. Nous errons sans but. Tel un cheptel rogné par son guide. Nous nous savons démunis. Le sang qui a abreuvé notre terre. Meurtrit le cœur des hommes sagaces. Nous nous sommes bercés d'illusions. Avec force certitude. Jusqu'à aveugler notre avenir. Si nous avions anticipé les conflits. Pour en prévenir la genèse. Nos problèmes seraient plus simples. Aujourd'hui l'ennemi abuse et provoque. Violant tous les interdits. Notre bravoure nous sauvera-t-elle? Toutes les limites sont dépassées. Le désespoir nourrit l'épuisement. Nous sommes menacés d'extinction. Y a-t-il solution au dilemme? Même si solution il y a. En mesurons-nous le prix? Les esprits furent souillés. Dès le jour premier. Quand on nous a orientés vers la Mecque. Pour parasiter nos âmes. Par le verbe creux. Qui prétend que religion est panacée? Texte écrit le 18 octobre 1994, une semaine après ma libération. Compagnon de combat. Compagnon de révolution. Même si ton corps se décompose. Ton nom est éternité. Par en paix nous ne faillirons pas. Quoi qu'il advienne. Nous serons toujours des tiens. La tombe nous attend tous. Aujourd'hui ou demain. Nous te rejoindrons. Nous ne laisserons pas l'adversité briser notre volonté. Ta mort est notre serment. Tu t'es sacrifié pour nos droits. Piétine par des chiens. Le peuple aime toujours ta voix. J'ai entendu nos ennemis dire que cette fois tu n'en réchapperais pas. Dors du sommeil du nourrisson. Nous veillerons sous les étoiles pour perpétuer ton existence. Quant au rythme qui fait l'histoire, nul ne nous en détournera. Ne perturbe plus ton repos. Combien d'autres t'ont suivi? Désormais il y a plus de tombes. Que de maisons dans nos villages. Les chèques qui forment leurs émules. Repus de sacrifices. Se prosternent devant les nihilistes. Qui sèment la terreur. Et n'épargnent nul lieu. Ils égorgent au nom de Dieu. Et par la violence et le feu. S'en prennent aux gens du savoir. Qui désormais assumera la probité? J'ai entendu ta sœur hurler. Blottie contre sa mère. Quand les youyous perçaient l'horizon. L'emblème qui arrime l'attente. Ne sera pas altéré. Même au prix d'autres veuvages. Saboteurs et intrigants. Veulent briser notre courage. Solidaires dans le chaos. Quant à l'animal égaré. Il a la bride de travers. Éclaironne que la paix règne sur nos villages. Texte écrit le 19 octobre 1994. Kenza. Le ciel est trouble et il se fissure. La pluie a lavé la tombe. Les eaux déchaînées se déversent. Emportant tout sur leur passage. Dessous les dalles un cri déchirant retentit. Clamant la colère et l'impuissance. Kenza, ô ma fille. Ne pleure pas. En sacrifiés nous sommes tombés. Pour l'Algérie de demain. Kenza, ô ma fille. Ne pleure pas.
Même si la dépouille s'étiole. L'idée ne meurt jamais. Même si les temps sont rudes. On aura raison de la lassitude. Même s'ils ont fauché tant d'étoiles. Le ciel ne sera jamais dépouillé. Kenzao ma fille. Supporte le fardeau de ta douleur. En sacrifiés nous sommes tombés. Pour l'Algérie de demain. Kenzao ma fille. Ne pleure pas. Ils ont scellé par avance notre sort. Bien avant qu'aujourd'hui n'advienne. Les pourchasseurs de l'intelligence jettent sur le pays la nuit de l'horreur. Ils ont tué Tahar et Flissi Boussepsi. Et tous les autres. Ils ont tué Smaïl et Tigziri. Smaïl ils ne l'ont pas épargné. Kenzao ma fille. La cause pour laquelle nous sommes tombés. C'est l'Algérie de demain. Kenzao ma fille. Ne pleure pas. Pourvu que l'un d'entre nous survive. Il attisera le feu de la mémoire. La blessure se cicatrisera. Elle n'en apparaîtra enfin. Dans le concert des nations. Nos enfants pousseront d'une seule douleur. Fût-ce dans le giron du malheur. Kenzao ma fille. La cause pour laquelle nous sommes tombés. C'est l'Algérie de demain. Texte écrit en juin 1993, quelques semaines après l'assassinat de Tahar Djaou.